Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Qualification dans la douleur de la Nationale et ce soir après prolongation, il aura fallu attendre un superbe but de Chiesa à la 95e minute qui contrôle un centre de Spinazzola, élimine son vis-à-vis et marque en force du gauche pour libérer une Italie en panne d'inspiration. Et c'est Pessina qui marque le deuxième but italien du gauche à la 105e minute sur passe d'Acerbi. Réduction du score de Kalajdzic de la tête sur corner à la 115e. 2-1, score final. À mes côtés ce soir, Superlio, Aristip et Erko. Salut à vous. Ciao. Salut. Superlio, nous avions averti sur la difficulté de ce match, sur le sérieux et le défi physique imposé par le bloc autrichien, que ce fut dur, pénible, mais aussi jouissif quelque part, parce que comme ses glorieuses aînées, l'Italie a su l'emporter in extremis malgré une prestation décevante. Oui, comme tu dis, on a beaucoup souffert grâce à cette équipe autrichienne et surtout à cause de nous-mêmes, hein, avec la possession qui était stérile, une fatigue bizarre qui arrivait. Alors ça, je comprends pas, alors qu'on a fait tourner l'effectif dimanche dernier. Il faudra m'expliquer comment ils peuvent être cuits dès la deuxième mi-temps, et surtout un manque de justesse technique, que ce soit pour les contres ou les passes pour démarquer le partenaire. Ils ont toujours fait le gris-gris en trop. On a bien failli être punis. Heureusement que le but autrichien n'a pas été validé, parce que je pense qu'on revenait pas et qu'on était sorti à 1-0. Aristide, c'est pas contre l'Autriche que t'es censé faire ce match-là. Contre l'Autriche, tu dois gagner en 90 minutes déjà, puis sans puiser dans tes dernières ressources. Ce genre de match au coup près, c'est contre les adversaires de meilleure qualité. Bah, en théorie, oui. Après, moi, j'ai revu un peu l'Italie des dernières années ce soir. C'est-à-dire une Italie un peu apathique, qui perd le fil de la rencontre au fur et à mesure des minutes. Une Italie qui joue avec un peu le frein à main, qui est pas rassurante en défense. Moi, j'ai revu un peu l'Italie, une Italie moins conquérante. J'ai revu l'Italie entre 2010 et 2018. Donc, qui Souviens-toi que gère un j'avais peu le alerté match. sur les zones de vérité avant l'Euro. J'avais dit attention, la défense, ça peut être fragile, et attention, l'attaque, on est souvent stérile, ça s'est vu ce soir. Oui, ça s'est vu ce soir et puis on a été vraiment en difficulté, comme tu le dis, défensivement. Franchement, Bonucci et Acerbi, ce soir, c'était pas du tout rassurant parce que finalement, ils n'ont pas eu grand-chose à faire, mais le peu qu'ils ont fait, le peu de duels, j'ai envie de dire, qu'ils ont pu avoir, ils les ont perdus. Bonucci a pas du tout été rassurant avec des pertes de balles. Avec Acerbi, ça se télescopait beaucoup, ils se gênaient tous les deux, donc non, j'ai pas été convaincu. Et puis moi, oui, genre j'étais aussi énervé devant le match parce que nos trois de devant. Je parle bien des titulaires, Insigne, Immobile et Berardi, mais n'ont pas du tout été au niveau ce soir, quoi. Et Immobile a peut-être été le moins pire des trois, c'est dire le reste, quoi. Mais nos deux ailiers, franchement, c'est pas notre point fort depuis le début de cet Euro, les ailiers, et je crois que ça a été vraiment mauvais ce soir, ouais. Et encore Immobilier qui contrôle mal le ballon à la 25e alors qu'il pouvait sur passe de Barella aller seul au but. Oui. Ce qu'on peut mettre à son crédit, c'est sa frappe soudaine à la 32e des 25 mètres qui s'écrase sur l'arrêt du but de Bachmann. Mais dis-moi Erko, c'est vrai, enfin je sais pas ce que t'en penses, je valide un peu le jugement de mes camarades, moi j'ai l'impression qu'on joue trop à la baballe, qu'on n'arrive pas à surprendre, à hausser le ton, à changer de rythme, et en plus à l'heure de jeu on n'a plus de jus parce que le style Mancini, on l'a dit, est très énergivore, donc on a l'illusion de dominer mais on se crée peu d'occasions franches parce qu'on joue à deux à l'heure face à une défense regroupée. Oui, mais je pense pas que ce soit vraiment dû au fait que ça soit dit qu'on joue trop à la baba. Justement, c'est dû à un manquement qu'on a en attaque. On n'a pas d'attaquant de pointe. En tout cas, même dans Serie A en Italie, on a personne. Donc, quand on dit qu'Immobile et Belotti sont les meilleurs, c'est qu'il y a un problème aussi de formation derrière. Donc, mais oui, Ou de Immobile, promotion. Parce que les ou attaquants, de on les a peut-être promotion chez les aussi. jeunes, mais on a du mal à Oui, les faire passer au stade supérieur, peut-être parce qu'on les fait pas jouer aussi. Mais enfin, c'est un autre débat qu'on aura peut-être cet effectivement, été oui. d'ailleurs. Et voilà, donc c'est encore un autre débat. Donc, mais voilà, en tout cas, dans les faits, pour le moment, on n'a pas d'autres grands attaquants. Donc, le problème, c'est que Immobile, c'est marrant, c'est que c'est un petit peu comme Mancini à l'époque, quoi. C'est un très grand joueur à la Lazio, mais transparent en équipe nationale. Donc, c'est un problème aussi de mentalité. C'est peut-être un problème tactique qui ne correspond pas à celui qui est à la Lazio. Immobilier, c'est un joueur qu'on joue beaucoup pour lui et dans son sens, hein. Donc, c'est un joueur qui cherche beaucoup la profondeur. C'est pas tout le temps ce qu'on fait ici avec l'Italie. Donc, il faudrait peut-être plus un attaquant pivot. C'est pour ça que Bellotti a fait une bonne petite rentrée. Même s'il a raté une belle occasion pendant la prolongation, il a quand même réussi à conserver pas mal de ballons. Mais on n'a pas été aidé par les ailiers du tout. Parce que Berardi m'a quand même beaucoup déçu. Parce que depuis le début de l'Euro, il me plaisait plutôt bien dans ses mouvements et ses appels de balles. Ici, on n'a pas vu du tout. C'était de pire en pire en fonction du match. La première mi-temps, on a plutôt bien géré. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être eu aussi un excès de confiance en deuxième mi-temps qu'on a avec l'Autriche. On s'est dit c'est une petite équipe, ça y est, on commence un petit peu à la dominer. Le problème, c'est qu'Autriche était beaucoup plus forte que nous physiquement. Ça, on a encore vu dans les prolongations où ils nous ont malmenés du début à la fin. Et donc, ça a été surtout oui, un problème mental et physique et un excès de confiance pour moi. Et puis, c'est manquement offensivement, en tout cas.
Soupalio, quand on voit l'équipe de France face à la Hongrie et face au Portugal, on peut pas dire qu'on soit particulièrement impressionné, mais le truc c'est que l'équipe de France, elle a de la marge, parce qu'elle a énormément d'individualités de talent qui peuvent faire la différence à tout moment, n'importe quand. Alors que nous, il faut qu'on soit à 100% tout le temps, parce qu'on n'a pas cette marge. Donc dès que certains joueurs sont moins bien, ça se voit tout de suite, et comme le seul joueur Chiesa qui sache faire la différence devant et sur le banc, on peut pas dire qu'on met toutes les chances de notre côté non plus. Non, mais il faut retenir le positif, la victoire et le côté mental. Gagner un huitième de finale en jouant aussi mal et en venant de loin, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait en 94 et en 2006. Donc c'est une histoire qui se répète, mais je tiens à souligner On rappelle contre le Nigeria en 94 et contre l'Australie en 2006, il aurait fallu attendre un penalty de Totti à toute fin de match, dernière minute je crois. Oui, je tiens à souligner le bon coaching de Mancini, qui a fait rentrer un milieu de terrain frais. Et finalement, c'est Pessina qui marque. C'est la belle histoire, lui qui n'était pas censé être là, qui est convoqué pour pallier les forfaits d'autres joueurs, qui rentre et qui est décisif sur ce match. Mais on revient de très très loin. Après, une équipe qui réussit bien en premier tour, ça ne veut pas dire qu'elle va aller au bout. Pensez aux Pays-Bas en 2008, qui avait mis des roustes à l'Italie et à la France, et qui a été sorti par une Russie plus accrocheuse en 2008. Donc faire attention. Et vice versa, on a vu, Soupalio, t'es bien placé pour le savoir, toi, à la mémoire de l'émission, que l'Italie, en démarrant très mal, pouvait aller en finale. Ah oui, ça, 82 est un bon exemple. Mais ça se produit pas tout le temps. Là, c'est une bonne piqûre de rappel. Encore une fois, je vais me répéter, mais on a manqué de justesse dans les transitions, dans les passes pour démarquer les camarades. On a trop joué à la baballe et beaucoup d'errements défensifs. Acerbi et Bonucci, c'est pas l'assurance tout risque. Donc là, au quart de finale contre les Belges ou les Portugais avec des attaquants comme Ronaldo ou Lukaku, ils vont pas faire de cadeaux, parce que là, beaucoup d'Autrichiens ont tapé à côté. Et ça pardonnera pas contre une équipe avec des gros attaquants. Aristide, si on fait le film du match, c'est vrai qu'en première mi-temps, on peut pas dire que l'Italie était inquiétée, et surtout a eu l'Italie les plus belles occasions, parce que j'ai parlé de cette frappe à la 32e d'Immobilier soudaine qui s'écrase sur l'arrêt du but de Bachmann, mais on a oublié de citer également le centre en retrait de Spinazzola pour Barella, dont la reprise de l'extérieur du pied est repoussée par Bachmann à la 17e. Donc l'Italie était plutôt pas mal en première mi-temps, mais stérile. C'est en deuxième mi-temps que ça a commencé à se corser. Il y a ce coup franc d'Alaba 52e au-dessus et cette frappe d'Arnautovic sur Donnarumma à la 63e. Et enfin, évidemment, dans les arrêts de jeu, c'est vrai qu'il y a eu quelques actions autrichiennes dangereuses. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai senti moi que l'Italie, à mesure que le match avançait, perdait sa confiance acquise au premier tour et commençait à avoir peur. Oui, complètement, c'est l'analyse que je ressens aussi. C'est première mi-temps maîtrisé, comme tu l'as dit. Et au fur et à mesure qu'on n'arrive pas à marquer, on commence à douter, on commence à être un peu moins incisif, et on voit les visages qui se crispent un peu. Même Bonucci, qui lui a l'habitude d'avoir quand même une dizaine d'années, même plus, de grands matchs en Serie A ou même à la Squadra Azzurra, là, il semblait un peu perdu sur le terrain, un peu inquiet. Et oui, on se crispait. Alors son papa n'était pas là. Peut-être que papa reviendra pour le quart, on ne sait pas, mais à quel niveau après la blessure, c'est encore un mystère. Bah j'espère, mais c'est vrai que là, vu comment il s'entend avec Acerbi, c'est vrai que ça fait peur pour la suite, je te rejoins là-dessus, mais pour revenir sur l'Italie et le manque de confiance et j'ai envie de dire le match qu'on a un peu perdu, où on a un peu perdu le fil petit à petit, je pense que c'est dû à deux facteurs majeurs. Déjà, effectivement, physiquement, cette équipe autrichienne est quand même bien supérieure à l'Italie. Enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes gabarits, on le voit tout de suite, quand on voit un milieu de terrain, Jorginho, Verratti, Barella, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même milieu que celui de l'Autriche. Alors, je parle d'un point de vue physique, purement athlétique, dirais-je. Mais voilà, donc c'est un premier facteur, ce qui fait qu'on a baissé quand même un peu plus physiquement en seconde mi-temps, on a pêché un peu là-dessus. Et le second point, c'est aussi, je pense, la jeunesse finalement, l'inexpérience de cette équipe au niveau dans ces compétitions, parce que finalement, quand tu regardes, à part peut-être Bonucci, quelques matchs de Verratti peut-être qui ont gagné, enfin Jorginho qui est champion d'Europe en titre avec son club, et Verratti qui est finaliste, vice-champion d'Europe l'année dernière, également en finale contre le Bayern du PSG. Donc il y a peut-être 2-3 joueurs quand même qui ont un peu d'expérience, mais c'est vrai, et j'allais en parler, tu fais bien de le dire, j'allais lancer Erco là-dessus, peut-être que la peur vient aussi du manque de confiance lié au manque de compétition de ces joueurs qui finalement ne jouent pas jouent titulaire en club peut-être, mais dans des clubs qui sont pas forcément très bien classés, puisqu'on rappelle que les gros clubs italiens qui ne font rien en Ligue des Champions ne font pas jouer d'Italiens, mais enfin ça on le dit tous les semaines. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et puis encore, tu disais Jorginho et Verratti, alors je suis plutôt d'accord avec toi, mais finalement, bon,
dans leur club, d'accord, mais pas dans la Squadra Azzurra. Ils ont Ah déjà bah non, joué mais des ça c'est compétitions compliqué. ou autres. Bah finalement, à part Bonucci, il y a que lui qui vraiment sait ce qu'est un huitième de finale ou un quart de finale de Ligue des Champions, pardon, de Coupe du Monde ou d'Euro. Et c'est vrai que je pense que ce manque d'expérience, au fur et à mesure, ça crispe les joueurs, ça fait que t'es moins dedans, t'avances plus tête baissée et tu doutes. Et oui, on a vu une Italie vraiment très pénible en seconde mi-temps. J'avoue que je rejoins ce qu'a dit Superlio quand j'ai vu le but. D'Arnautovic qui a été refusé à la 66e, je crois. S'il avait été validé, j'aurais eu de gros doutes sur le fait qu'on puisse revenir. Je pense que non, j'y croyais moyennement quand même. Erco, c'est vrai, on en parle souvent, hein, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que les clubs italiens ne font pas jouer de joueurs italiens, donc c'est compliqué pour le sélectionneur de construire une équipe compétitive, donc d'aller loin dans les compétitions. Et finalement, ça donne des joueurs aujourd'hui qui, à cause de ça, n'ont pas joué de quart de finale, de grande compétition, à part Bonucci. Donc comment sortir de ce cercle vicieux? J'ai ma petite idée sur la question, mais je vais d'abord te laisser compléter ce qu'ont dit nos camarades sur le match de ce soir. Bah, disons que oui, le problème c'est que c'est des joueurs qui sont pas habitués au statut de favori. Donc en phase de groupe, on a quand même eu des équipes relativement faibles. Donc c'est pour ça qu'on a été même souvent meilleur en deuxième mi-temps, parce que généralement notre première mi-temps était quand même un peu plus laborieuse offensivement. Ici, on a joué contre une équipe qui était quand même un peu plus solide que ce qu'on a eu d'habitude. Et si on avait le statut de favori sur un match à élimination directe, hein, donc où la moindre erreur peut coûter cher, la pression s'est ressentie. On l'a même vu quand Verratti était sur le banc se ronger les ongles, donc ça a nécessité de se cacher, mais bon, ça s'est vu directement. Donc oui, la pression était forte, ils n'ont pas su l'avoir. Est-ce qu'ils auront aussi, si on joue contre une équipe comme la France ou la Belgique, qui auront sûrement un statut de favori, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, oui, c'est quelque chose, c'est un problème qui est dû justement au manque de formation et de confiance qui est envers les Italiens en Serie A. Et on paye cash directement ici. C'est le manque de bons, le manque de profil que Mancini souhaiterait aussi peut-être, parce que je pense pas qu'il voudrait jouer forcément avec Belotti ou Immobile, qui sont deux profils totalement différents en attaque. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un problème là-dessus aussi. Après, il faudra que tu m'expliques pourquoi il laisse Chiesa sur le banc, parce que ça je comprends pas, hein. Bah, on peut pas dire non plus que Berardi avait été mauvais jusque-là. Donc, mais maintenant, c'est sûr que quand tu l'as vu Chiesa contre le Pays de Galles, tu as quand même vu une belle différence. Maintenant, est-ce que la vitesse et justement la percussion de Chiesa en fin de match n'est peut-être pas forcément justement importante, un peu à l'image de Mertens à l'époque avec la Diable Rouge. Donc, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qu'on sait bien, qui est peut-être même sûrement, non, qui est même certainement plus fort que Berardi, mais qui est aussi très fort en fin de match et qui, contre une défense qui est un peu fatiguée, c'est quasiment sûr qu'il va faire caisse à chaque fois. Tu sais, il était à la Donc, Juve cette année titulaire et il a marqué en oui. démarrant les matchs, hein. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je te dis, c'est peut-être l'idée du Joker de Luc, c'est ça que je fais justement la comparaison avec Mertens, c'est qu'il était titulaire à Naples, mais surtout à l'époque où il marquait beaucoup quand il a remplacé le Polonais qui était blessé, Milik qui était blessé. Donc il a marqué une vingtaine de buts comme ça. Mais malgré tout, le coach avait en tête de faire jouer comme Joker. Et chaque fois, ça marchait parce qu'il avait ce statut-là. Et malgré tout son talent, il rentrait toujours à un quart d'heure du terme. Mais à chaque fois, il faisait la différence. Donc si Mancini est dans l'idée de faire jouer comme Joker, malgré qu'il fasse de la différence comme il l'a fait aujourd'hui, je pense qu'au prochain match, le titulaire, c'est toujours Berardi. Donc ça, c'est un choix tactique qu'il a fait. Maintenant, Berardi doit quand même relever un petit peu sa prestation parce qu'aujourd'hui, il a vraiment été particulièrement mauvais. Et dans tous les cas, si ça n'améliore pas au prochain match, on aura quand même pensé à mettre Chiesa titulaire en tout cas. Réaction d'Aristide. Oui, par rapport à ce que dit Arco, c'est vrai que j'avais oublié un élément majeur qui peut expliquer aussi notre moyenne seconde mi-temps. Et Arco l'a bien souligné, c'est le statut de favori, je pense aussi. Cette Italie, enfin, n'oublions pas qu'historiquement, l'Italie n'a jamais été aussi dangereuse que quand elle avait le statut d'outsider, en fait, hein. Même ces dernières années, quand on avait des joueurs de très, de peu de qualité, on a réussi à faire déjouer tous les pronostics à l'Euro 2016 en écrasant l'Espagne 2-0 et la Belgique 2-0 sur le même score, je crois, alors qu'on nous prédisait l'enfer. Et c'est vrai que cette En se faisant Italie-là, sortir de justesse au tir au but contre l'Allemagne, contre l'Allemagne, avec de ouais. la danse classique de Pellé et Eder au niveau Et de... ça, Bah oui, ça. parce que ça c'était quand même, encore une fois, une faute professionnelle de ces deux joueurs, on l'avait déjà fustigé ici. Ouais, complètement. Mais ça veut dire qu'on a fait 3 bons matchs d'affilée contre les favoris du tournoi. Donc effectivement, Espagne, Belgique et Allemagne. Et oui, l'Italie est toujours plus à l'aise quand elle est outsider, quand elle n'est pas attendue. Et c'est vrai que, bah, comme je l'avais dit lors de la dernière émission, pardon, tout le monde s'est emballé sur le jeu de l'Italie avec ses 0
Et c'est milieux qui marquent, c'est 10-12 matchs, c'est 30 matchs quasiment sans défaite, et c'est 10 matchs sans but encaissé. Et voilà, tout le monde parlait de l'Italie, le beau jeu, etc. Et voilà, on arrivait avec leur statut de favori, il fallait confirmer, et c'est là que ce péché de jeunesse manque un peu, c'est que voilà, du coup on nous attend, on se crispe, et voilà, il faut laisser cette équipe grandir, et je pense que contre le Portugal, la Belgique, on n'aura peut-être pas ce statut de favori, ça m'étonnerait, et je pense que ça nous ira très très bien. Superlio me corrige à juste titre, c'est Zaza, en plus de Pellé bien sûr, et Paeder qui avait vraiment tiré un penalty, un tir au but pardon, d'une façon assez caricaturale. Enfin on va pas revenir là-dessus. Superlio précisément, on passe aux récompenses individuelles. Quel est ton homme du match? Je dirais, ça va pas vraiment être une surprise, un Spinazzola pour une action. Alors je parle pas des actions offensives, je parle de son retour en deuxième mi-temps avec un Autrichien qui avait été marqué. On souligne beaucoup ses projections offensives, mais il faut aussi souligner le fait que défensivement, il est très très costaud. Et puis ça passe pour Chiesa, débloque le match. D'ailleurs, le but de Chiesa, pour les plus vieux, ça vous fera peut-être penser au but de Bergkamp contre l'Argentine en 98, en quart de finale à Marseille. Aristip, c'est vrai que Spinazzola c'est pas mal, et c'est probablement le meilleur joueur italien carrément depuis le début de l'Euro. Ouais, c'est assez surprenant. Je rejoins ce que dit Superlio. En attaque, on l'attendait parce qu'on sait qu'en 1 contre 1, c'est quand même un joueur intéressant. On sait qu'il court très vite, il court beaucoup. Mais c'est vrai que défensivement ce soir, et je pense que Superlio fait référence à son retour décisif à la 105e minute, où il vient carrément sauver le ballon juste devant Donnarumma. Oui, il a fait un match défensivement très très propre, Spinazzola, en plus d'être très intéressant offensivement comme d'habitude. Alors bon, comme Superlio a dit Spinazzola pour l'homme du match, moi je vais en choisir un autre, mais effectivement Spinazzola c'était mon premier ou mon deuxième. Je vais mettre Jorginho, que j'ai trouvé très intéressant. Je pense que la première mi-temps, c'est clairement le meilleur milieu de terrain italien. J'ai trouvé Barella et Verratti un peu en dedans. Et en deuxième mi-temps, il tient la baraque. Je critiquais pas Jorginho, c'est un mot fort de dire critiquer, mais c'est vrai que je me suis beaucoup interrogé, même dans Casa Milan, dans des émissions, il y a encore 1 ou 2 ans, sur effectivement le fait qu'il soit toujours titulaire discutable à Chelsea, qu'il soit toujours titulaire discutable. Oui, vous aussi, ouais, je me rappelle tout à fait, on se posait la question. Alors peut-être qu'on s'est dit, comme Matuidi, un peu en équipe de France, peut-être qu'il fait des choses de travailleur de l'ombre, etc. On en a besoin. C'est vrai, mais je trouve qu'il a encore passé un palier depuis peut-être 1 ou 2 ans, et puis depuis ces derniers mois aussi avec Chelsea, parce qu'on parle souvent d'N'Golo Kanté dans le milieu de terrain de Chelsea, mais il faut voir ce que fait Jorginho. Mais ouais, je pense qu'il a passé un petit palier encore, et je le trouve vraiment très intéressant tout le temps maintenant. Et puis c'est vrai que maintenant, c'est lui pour moi le leader. Je pense que c'est le leader du milieu de terrain sans conteste. Ce qu'on attendait de Verratti depuis des années, finalement, c'est Jorginho qui est en train de le faire. C'est-à-dire que voilà, c'est le leader technique de l'équipe, c'est lui qui organise un peu le jeu. Et non, franchement, il a fait un super match aujourd'hui. Erko, tu valides? Oui, je valide, ils m'ont pris mes 2 joueurs que je voulais citer. Donc, je vais quand même mettre une petite préférence aussi pour Jorginho, parce que c'est un joueur qui est très propre en plus, donc qui a perdu très peu de ballons. C'est ce milieu de terrain qu'aujourd'hui a vraiment réussi à garder quasiment tous ses ballons du début à la fin, d'une régularité exemplaire. C'est lui qui dicte notre jeu, donc c'est ce qu'il a dit, il a passé un palier. Avant, c'était juste, entre guillemets, un travailleur de l'ombre. Maintenant, c'est devenu aussi un joueur qui est capable de briller. Il l'a montré aujourd'hui, donc voilà, c'est un excellent joueur, un petit peu de playmaker qui manquait l'Italie depuis le départ de Pirlo, même si c'est pas du tout le même niveau évidemment, mais dans le rôle un petit peu, c'est lui qui a un petit peu pris ce rôle-là, et il le fait très bien, donc c'est pour moi c'est lui l'homme du match. Oui. Superlio, quelle est ta bonne surprise ce soir? Je dirais Di Lorenzo, qui s'impose en tant que latéral droit titulaire, une belle pointe de vitesse, beaucoup d'attention en défense, et on sent qu'il a des consignes de Mancini pour pas monter, parce que quand il monte, c'est plutôt pas mal. Souvenez-vous de son action où il prend le couloir après une bonne heure de match, je dirais même. Je me demande si c'était pas dans les prolongations qu'il a fait Si, c'est dans les prolongations, ouais. Si, mais incroyable ce raid solitaire, ouais. Il était pas loin du but. Ah ouais, c'était incroyable. Toute fin de match, ouais. Ah, je me suis levé de mon canapé, ouais. Une très bonne surprise, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une paire de latéraux d'un aussi bon niveau. Il faut remonter à Grosso, Zambrotta. Alors après, je ne ferai pas l'injure à Zambrotta quand même de le comparer à Di Lorenzo, mais c'est vrai qu'en tout cas Spinazzola, lui, est immense, je trouve, depuis le début de cet Euro. C'est la vraie bonne surprise. Je ne sais pas comment il est à la Roma, parce que c'est pas une équipe que je vois jouer très souvent. Aristide, tu vas pouvoir me donner ton avis, parce que je sais que tu regardes beaucoup plus de matchs que moi en Serie A, qui suis lassé des matchs du Milan en général, et donc je me concentre uniquement sur le Milan, parce que sinon ça fait trop. Mais quelle est d'après toi la bonne surprise? Est-ce également d'ailleurs Di Lorenzo, ou as-tu un autre nom à nous sortir du chapeau? C'est vrai que Di Lorenzo a vraiment été bon aujourd'hui. Je vais choisir un autre joueur. Je vais mettre l'entrée de Belotti, je vais la souligner quand même.
parce que effectivement il rate une occasion, mais ce qu'il apporte à côté, j'ai trouvé ça fabuleux. Il garde beaucoup de ballons, il revient tacler lorsqu'il perd la balle ou lorsque Insigne ou autre perd la balle. J'ai vraiment aimé son entrée à Belotti. Même techniquement, je l'ai vraiment pas trouvé mauvais. Je trouvais qu'il il a été dedans physiquement, techniquement. D'ailleurs, il n'y a pas que lui. Je trouve que les remplaçants ont montré plus de choses que beaucoup de titulaires aujourd'hui. C'est notamment le cas de Pessina face à Barella, c'est notamment le cas de Locatelli face à Verratti, et de Belotti du coup face à Immobile, et de Chiesa face à Berardi. Donc effectivement, pour moi, les remplaçants ont fait vraiment une meilleure entrée que les matchs des titulaires. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire un nombre incroyable de changements, hein, c'est combien? Ça aide, 5 hein. en cours de jeu, plus 1 pendant les 5. prolongations? Oui, alors je sais pas pour les prolongations, Il y mais a c'est un 5 en changement cours de jeu, bonus en c'est ça. prolongation, donc Ouais, ça fait c'est ça, 6 ouais. en tout, c'est quand même extraordinaire, Ah oui. on n'a jamais vu ça. Après, je sais pas ce qu'il faut en penser concrètement en général, mais c'est vrai que ça a permis à l'Italie de l'emporter ce soir. C'est Et ça. j'en reviens à ce que tu disais, c'est vrai que l'action hein, de Belotti qui manque complètement sa frappe sur la belle action de Chiesa à la 107e, c'est vrai que c'est regrettable. Pessina, j'aurais quand même aimé à un moment donné qu'il serve Chiesa démarqué sur le côté droit, hein, parce que là il y avait encore une balle de but à donner, mais je reconnais que l'apport de ces deux joueurs, en dehors de ces deux faits de jeu isolés, a été impressionnant. Erko, ta bonne surprise? Bah, j'avais cité, moi, justement, c'est aussi une entrée, même celle de Pessina. Je trouve que, même déjà contre le Pays de Galles, il m'a fait une forte impression. Et encore essayé de la confirmer, je trouve que techniquement, il a vraiment passé un palier par rapport par rapport à l'année passée. C'est son petit contrôle orienté qu'il fait entre deux joueurs en deuxième mi-temps, c'était vraiment magnifique. Tu vois que c'est un joueur qui a progressé. Je trouve qu'il a pris une autre dimension à Atalanta, même il a plus un rôle de joker de luxe qu'autre chose là-bas. Il le fait aussi avec l'Italie. C'est un joueur qui pourrait, enfin, nous être utile, même si c'est pas vraiment le débat maintenant. Mais en tout cas, c'est un joueur qui fait beaucoup de bien à l'équipe à chaque fois qu'il monte. C'est un joueur qui va continuer à monter en puissance et c'est peut-être un joueur qui pourrait peut-être justement, vu le manque d'attaquants en Italie, pourquoi pas jouer un rôle de 9,5, donc aussi pour un petit peu suppléer l'attaquant qui jouera. Parce qu'on voit que c'est aussi le manquement qu'il y a, c'est le lien qu'il y a entre milieu de terrain et l'attaque. Donc pourquoi pas reprendre ce rôle-là. Mais ses rentrées me plaisent. C'est un joueur comme j'ai dit, qui évolue beaucoup, c'est un travailleur de l'ombre. Techniquement, il devient vraiment, vraiment costaud en tout cas. On va rappeler que parmi les entrants, il y en a quelques-uns qui ont un lien avec le Milan, puisque Pessina, bien sûr, appartient encore au Milan, on verra s'il sera rappelé. Locatelli, eh bien, on le rappelle, hein, a été éjecté du Milan, ou plutôt il a préféré partir quand on lui a mis Bilia dans les jambes, mais c'est un joueur qui est formé à Milan et qui devrait être chez nous à l'heure actuelle si on était intelligent. Et puis Chiesa a été l'été dernier refusé par le Milan, puisqu'on a préféré faire jouer Castillero et Saelemaekers. Bon, chacun ses goûts. On va parler maintenant de la déception de Superlio, bien sûr. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, je sais qu'il y a l'embarras du choix, mais je vais vous demander pour la déception de ne choisir qu'un seul joueur dans un premier temps, puisque vous savez qu'il y a les mentions particulières après, et vous pourrez là vous exprimer sur d'autres joueurs si vous le souhaitez. Superlio, de quel joueur veux-tu nous parler? C'est un petit peu facile, mais la déception, c'est Berardi hein, par rapport aux deux matchs où il a été plutôt bon. Là, ça a été une énorme déception. Très prévisible avec son crochet pour se remettre sur le pied gauche. Très peu de bons choix. Une lenteur pour se replacer ou pour déclencher ses frappes. Il n'a pas été bon ce soir et vu ce que Chiesa a fait, on peut légitimement mettre son statut de titulaire en question. Aristide. Eh bien, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais moi, ça fait quand même 3 ou 4. Bah, c'est le 4e match que je dis que Berardi ne me convainc pas dans le jeu. Alors, effectivement, il avait sauvé ses prestations, selon moi, par des buts ou des passes décisives dans les 3 premiers matchs. Enfin, dans un des 3 premiers matchs. Ce soir, pour moi, il a fait la même chose que les 3 matchs précédents. C'est juste qu'il a pas mis son but ou sa passe décisive. Mais dans le jeu, moi, j'ai pas du tout été convaincu ce soir non plus, comme les autres matchs. Je le trouve emprunté. Pourtant, c'est un joueur, comme vous le savez, MJ, tu le sais, j'en parle souvent de Berardi. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup à Sassuolo, mais je ne retrouve pas aujourd'hui, depuis le début de l'Euro, le joueur de Sassuolo. Je ne retrouve pas le joueur à l'aise techniquement. Je ne retrouve pas le joueur assez imprévisible. Je ne retrouve pas le joueur qui gagne ses duels. Je retrouve un joueur assez emprunté, assez pâteau. J'avoue que je le reconnais pas trop et je suis content. Enfin, déjà, j'attendais que Chiesa titulaire. Bon, évidemment, j'avais pas trop d'espoir, mais j'attendais Chiesa un peu plus tôt dans le match, donc il est rentré qu'à la 84e minute. Beaucoup Très trop tard, tard. hein. Peut-être qu'on finit le match, peut-être qu'on gagne le Oui. match avec Chiesa bon. qui rentre au moins à l'heure de jeu. Peut-être qu'on Bien gagne sûr. le match. Bien sûr, bah oui, regarde, il est rentré à la 84e, il marque à la 100, c'est quoi déjà? C'est la 94e minute, donc 10 minutes après, quoi, 10 minutes après son entrée. Donc non, j'ai trouvé Chiesa bien plus intéressant que Berardi, et c'est pas la première fois que je trouve Berardi embêtant sur ces 3-4 matchs. Je pense que Mancini devrait vraiment réfléchir à faire quelque chose sur ce côté droit qui ne va pas du tout.
Alors quand je dis peut-être qu'on gagne le match, tout le monde aura compris, ça veut dire peut-être qu'on gagne le match dans le temps réglementaire bien sûr, c'est-à-dire Oui. sans se fatiguer, sans aller aux prolongations. Je rappelle juste quand même, on va certes en prolongation, mais on aura un jour de récupération en plus que nos adversaires, donc c'est pas négligeable non plus. Erko, quelle est ta déception du soir? Bah, ma déception, c'est pas vraiment une déception, parce que c'est moi aussi, depuis le début de l'Euro, je le trouve mauvais, même s'il a marqué un ou deux buts qui l'ont sauvé. Mais Immobile, pour moi, il est imbuvable. C'est un mystère, parce que autant avec la Lazio, il peut être excellent, autant avec l'équipe nationale, ça devient vraiment un joueur de bas niveau, qui n'aura même pas de niveau, dû dans une petite équipe en Italie, que ses contrôles de balle sont catastrophiques. Il y a juste ces appels en profondeur sont encore assez intelligents, mais sinon, techniquement, on dirait qu'il perd tout quand il met le maillot de la Squadra. C'est une catastrophe. Il y a juste sa frappe de loin qui le sauve sur ce match ici, mais il a été horrible. Même si c'est vrai qu'il n'a pas été aidé, il n'a pas été soutenu par les deux autres attaquants. Mais pour moi, un joueur de son calibre doit faire beaucoup mieux que ça. Et il aurait dû être sorti bien avant, parce qu'on dit que la sortie de Chiesa, enfin l'entrée de Chiesa, pardon, aurait pu sauver le match avant. Mais la sortie d'Immobile aussi, parce que quand dans un 4-3-3, attaquant de pointe, il y a quand même un rôle primordial. Et quand on connaît justement la faculté de garder le ballon, de redistribuer de Belotti, je trouve qu'il aurait fait beaucoup de bien, peut-être même un petit peu plus important que Chiesa, même s'il était excellent. Donc c'est important dans ce système-là d'avoir un attaquant qui a un minimum de bagage technique, qui au moins sache contrôler et garder un ballon. Et lui, il ne sait pas faire avec ce maillot-là, et c'est dommage. Je ne sais pas si c'est le poids de la pression de la squadra qui le pèse. Mais il y a des joueurs comme ça qui sont très très forts en club, mais qui, une fois mettent en équipe nationale, sont perdus. Et c'est son cas, c'est dommage, mais parce qu'on perd un attaquant de qualité, mais c'est une grosse déception pour moi en tout cas. Passons aux mentions particulières, positives ou négatives d'ailleurs, hein, c'est pas forcément des tableaux d'honneur. Juste avant que Soupaliou prenne la parole, je me permets de souligner quand même le magnifique arrêt de Donnarumma à la 106e minute qui sauve l'Italie sur une frappe puissante de Luis Schaub. Il fallait le dire parce que j'avais peur qu'on l'oublie. Soupaliou, de quel joueur souhaiterais-tu nous parler ce soir? Alors, j'ai choisi Barella, que j'ai trouvé nerveux et moins bon que d'habitude. Je dis pas qu'il a été catastrophique, il a eu une bonne activité, il aurait même pu être décisif si le gardien autrichien n'avait pas sorti sa frappe, mais je trouve qu'on n'a pas encore le vrai Barella, celui qui dominait son sujet à l'Inter. Là, je l'ai pas encore retrouvé ce Barella-là sur les 3 premiers matchs dans lesquels il a été titularisé. Alors j'allais en parler, je partage totalement ce point de vue. J'ai trouvé qu'on l'avait, comment dire, porté au nu un petit peu vite. Pas nous, hein, mais je veux dire sur certains forums, j'ai pu lire que Barella avait été très bon contre la Turquie, contre la Suisse. Je suis désolé, j'ai pas du tout moi non plus retrouvé le Barella de l'Inter, ni même d'ailleurs le Barella qu'on a vu avec la Nazionale les derniers mois. Parce qu'on l'a également vu très bon avec la Nazionale, mais pour l'instant, c'est un Barella en demi-teinte, et je trouve encore moins bon ce soir qu'au premier tour où il avait juste été à mes yeux moyen. Aristide, de qui souhaiterais-tu nous parler? Oui, je vous rejoins sur Barella. C'est vrai que je l'ai trouvé lors de ces 3 premiers matchs correct, au pire moyen, mais ce soir j'ai trouvé aussi emprunté, nerveux et pas juste techniquement, ce qui est quand même très rare avec Barella. Je trouvais que certaines passes étaient mal données, etc. Donc ce qui est plutôt rare avec ce joueur. Mais sinon, je voulais, c'est vrai que moi, honnêtement, il y a un autre joueur, un autre ailier. Pour qui j'ai un peu de mal depuis le début de l'Euro, c'est Lorenzo Insigne. Alors c'est un peu meilleur que Berardi, mais honnêtement, moi je retrouve pas à l'instar de ce que vous dites sur Barella à l'Inter, moi je retrouve pas le Lorenzo Insigne du Napoli. Je suis désolé, les 1 contre 1 ils sont pas remportés, la qualité de centre est moyenne. Alors que c'est un de ses points forts, qualité de frappe très moyenne ce soir encore, mais comme à l'image de son début d'Euro, alors que c'est quand même son enroulé du pied droit ou même gauche parfois, c'est quand même un de ses points forts. Non, sa capacité de percussion, je la retrouve pas non plus. Moi, Insigne, il me déçoit aussi un petit peu en ce début d'Euro. Mais j'ai envie de vous dire, si Barella et Insigne nous déçoivent comparé à ce qu'ils apportent en club actuellement, c'est de bon augure pour la suite, parce que ça veut dire que malgré ces quelques déceptions, on arrive quand même à faire quelque chose. Donc lorsque ces joueurs, et je l'espère, retrouveront leur niveau qu'ils ont en club ou au moins 80% de leur niveau, on sera quand même beaucoup plus, beaucoup mieux quoi. Oui, alors c'est vrai que on a peut-être finalement une petite marge C'est ça. avec ce que tu viens de dire. Je disais qu'on n'en avait pas, mais finalement peut-être oui qu'on en a une. Simplement, j'avais trouvé Insigne pas mal contre la Suisse, peut-être même plutôt bon. Voilà, mais c'est vrai que sinon, je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout le Insigne du Napoli. Et ce soir, je l'ai trouvé vraiment décevant. Bah, d'ailleurs, comme ces 2 autres compères de l'attaque plus Barella, donc ça fait 4 joueurs sur le plan offensif qui ont vraiment été décevants. Erko. Je vais mettre en avant un joueur qui aurait pu être homme du match. Moi, donc c'est Spinazzola.
parce que c'est un joueur qui est tellement sous-coté chez nous. Je trouve que c'est déjà la Juve, il était très bon. Je trouve qu'ils l'ont considéré comme un malpropre, mais je me rappelle de ces matchs, notamment contre Atletico, où il avait été juste monstrueux. Il a toujours fait des bonnes rentrées. C'est un joueur qui peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite. Il fait toujours le boulot et même plus que ça. À Rome, il est très bon aussi. Ils ont même pensé à un moment à l'échanger avec l'Inter en janvier, ça l'année passée, je pense. Parce que malgré qu'il était titulaire, qu'il faisait des bonnes prestations, c'est un joueur comme ça, je sais pas, qui n'est pas bankable, comme on dit, je ne sais pas, c'est qu'il n'a peut-être pas comment dire, un statut de grand joueur pour les clubs en tout cas, mais il est très sous-coté. Je suis content pour lui qu'il brille comme ça face à l'Euro. Parce que, il y en a qui le comparent un peu à la Coupe du Monde de Grosso en 2006, mais c'est différent, parce que tu vois quand même que Spinazzola, techniquement, il a un bagage qui est beaucoup plus élevé. Tu vois que c'est un très bon joueur qui est là, qui ne va pas s'éteindre après ça. C'est un joueur qui brille, c'est un joueur. On parle de Théo justement au Milan. Je pense que Spinazzola est au moins du même calibre. À part qu'il y a peut-être un peu plus de place défensive. Il est bien meilleur, excusez-moi, justement j'allais lancer un Aristide sur le sujet, je vais te laisser finir Erko bien sûr, mais on parle souvent des montées de Théo Hernandez, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il est impressionnant, mais Théo Hernandez c'est tout en physique. Spinazzola, j'ai l'impression qu'il a le physique, la technique, et qu'en plus défensivement il est au-dessus. Moi je le trouve plus fort que Théo Hernandez. Défensivement, il est au-dessus. Maintenant, il est peut-être moins. Théo a peut-être plus tendance à être décisif. On va dire qu'en point de vue but et passe décisif, je crois qu'il est quand même un petit peu au-dessus quand même de Spinazzola. Mais c'est vrai que sur rapport du jeu, globalement, tu as dit oui, techniquement, il est quand même plus fin que lui. C'est un joueur qui est plus agréable peut-être à avoir joué. C'est un joueur qui est plus polyvalent. D'ailleurs, c'est un joueur qui sait jouer à gauche et à droite, ça veut dire qu'il a un très bon bagage technique. Parce que Théo, il ne saura pas mettre à droite. Donc, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Mais en tout cas, on parle quand même de grands joueurs, de toute façon. Mais la différence, c'est que Théo Hernandez, tout le monde en parle comme un joueur qui mérite d'être, mais que Spinazzola, avant l'Euro, personne ne le connaissait donc en Europe. Donc c'est dommage de voir des joueurs comme ça qui sont. Enfin, et tant mieux pour l'Italie, parce que ça permet peut-être de rester en Italie, de ne pas partir en Angleterre. Et je suis curieux de savoir, Erko, combien il a coûté à la Roma. Parce qu'on dit toujours que les Italiens sont chers, j'aimerais bien connaître le prix de Spinazzola. Mais c'est pas avec un échange, il n'y a pas servi de contrepartie ou non, je ne sais pas. Comme ça, c'est pas. Faudra regarder. Je me rappelle plus. Ou alors c'est une histoire de 10-15 millions. Combien il a coûté à la Juve il y a quelques années, je veux dire. Enfin, j'ai du mal à croire que ce type-là ait coûté 40 millions. C'est ça que je veux dire. Hein. Non, c'est pas. Non, ça c'est certain. Je crois qu'il a maximum coûté 10-15 millions, pas plus. Quoi. Donc c'est un joueur qui justement, quand il est transféré, on n'en parle pas. Et comme je le dis, c'est un joueur qui sert de monnaie d'échange ou qui fait des taf. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, ça fait des années que je trouve tout très bon partout où il a été, que ce soit à la Juve ou à la Rome. Je connais même des supporters de la Juve qui le regrettent maintenant, donc qui trouvent bien meilleur qu'Alexandro, qui est quand même sur la pente descendante. Mais oui, c'est tant mieux pour l'Italie, tant mieux pour la Rome qui peut garder un excellent joueur. Moi, je ne pense pas qu'il va peut-être rester cet été maintenant grâce à l'Euro. Mais c'est un joueur qui mérite d'être là où il en est maintenant et qui est largement au niveau pour être titulaire dans n'importe quel grand club en tout cas. Alors chose promise, chose due, je vais donner la parole à Aristide sur la comparaison Théo Hernandez-Spinazzola et je voudrais qu'on parle d'un joueur quand même qui n'a pas encore été évoqué dans l'émission, à part brièvement je crois tout à l'heure, c'est Verratti. Parce qu'on a eu le débat Verratti-Locatelli, j'ai eu un message de Gali qui pouvait pas être parmi nous ce soir, qui nous a dit tu vois, Verratti sort, c'est Locatelli et tout de suite on marque. Bon, alors moi j'ai trouvé Verratti pas mal pour être franc ce soir. En tout cas en début de match, j'ai trouvé qu'il avait inspiré quelques occasions, qu'il est toujours très juste techniquement, que dans le petit jeu il était vraiment très bon. Après peut-être qu'on perd avec Verratti, ce qu'on gagne avec Locatelli, c'est un autre débat que j'aimerais qu'on ait ce soir. Mais d'abord, encore une fois, chose promise, chose due, Aristide, que penses-tu de Spinazzola? Tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais si on le compare à Théo Hernandez qu'on voit nous tous les week-ends. Ah, c'est intéressant comme question. C'est un très beau débat ça. Alors déjà pour répondre à votre question, Spinazzola il est arrivé du coup à la Roma en échange de Luca Pellegrini qui a fait le chemin inverse du coup, qui est passé de la Roma à la Juventus. D'accord. Donc alors les montants je les avais sous les yeux, c'était la AS Roma a annoncé le lundi l'arrivée du joueur de la Juventus, Spinazzola pour 29,5 millions. Dans l'autre sens, Luca Pellegrini. Alors dans l'autre sens. Ouais, mais dans l'autre sens, il y a Luca Pellegrini, du coup, qui est un défenseur latéral, qui rejoint la Juve pour 22 millions. Donc en gros, c'est 7 millions plus Pellegrini. Ok, moi j'aimerais savoir maintenant combien il avait coûté à la Juve, ça pourrait être intéressant aussi. Mais bon. Ah, bonne question, ça je l'ai pas. On ira voir, on ira chercher. Et alors, du coup, la comparaison sur le plan technique maintenant. C'est vrai que c'est... Alors, Spinazzola, je le vois souvent à la Roma. Je trouve je trouve presque meilleur en équipe d'Italie, personnellement. Parce que à la Roma, c'est vrai que la Roma, c'est quand même une équipe qui subit pas mal d'occasions et du coup, ça ressort peut-être un peu plus, disons, les difficultés défensives de Spinazzola, alors qu'en équipe d'Italie, c'est une équipe que l'Italie, bon,
comme on le voit là, hein, elle a l'habitude de voir le ballon, elle aime bien avoir le ballon, la possession. Donc c'est vrai que quand Spinazzola n'a pas à moins à défendre, il est quand même plus à l'aise. Il est vrai. Alors à Roma, c'est une équipe qui a pas tout le temps le ballon, la Roma, donc voilà, il doit plus défendre et c'est pas son point fort. Après, je suis d'accord avec vous, Spinazzola, il peut tout à fait jouer en tant qu'ailier, hein, tellement il est à l'aise techniquement. Contrairement à Théo Hernandez qui, comme vous le rappelez bien, joue principalement sur son physique, son accélération et son physique. Spinazzola, techniquement, il est très doué. Je pense que il pourrait mettre à l'amende plusieurs ailiers. Hein, et donc, il pourra jouer avec Berardi, Insigne, parce que techniquement, je le trouve vraiment très bon à 1 contre 1. Non, je trouve vraiment, c'est vrai, je rejoins un peu ce que dit Arco, assez sous-côté, Spinazzola. Alors, je pense qu'il est encore un peu sous-côté parce qu'effectivement, on attend toujours, disons, plus de régularité dans les phases défensives, notamment. Il a quelques difficultés comme Sur le tournoi, là, il l'a. Hein. Oui, là il l'a, oui c'est vrai, mais finalement on a peu été inquiété. Regarde, on a encaissé un but enfin très peu d'occasions finalement. Donnarumma, sa parade qui fait que tu as souligné Oui, mais à sur la le 100 côté, et il gagne quelques ses duels, minutes. c'est-à-dire que tu peux parfaitement bloquer. C'est justement parce qu'il gagne Oui, ses duels sur le côté, peut-être qu'il n'y a pas d'occasion qui viennent de son côté pour les attaquants. c'est vrai il est très bon pour l'instant face aux équipes qu'on connaît. Je pense on va voir face à la Belgique ou le Portugal si il est C'est pas vrai, trop c'est en vrai. difficulté. Mais effectivement, après, ça veut rien dire, parce que regarde, Théo Hernandez, qui est souvent critiqué pour ses performances défensives, pourtant on en fait tout un paquet de caisse en Italie ou en France, alors qu'on fait pas la même chose pour Spinazzola. Peut-être que le fait que Théo Hernandez soit un peu plus impressionnant physiquement, qu'il marque plus de buts comme l'a souligné Arco, qu'il fasse plus de passes décisives, joue aussi. Mais oui, je vous rejoins, Spinazzola est sous-coté. Et pas vraiment moins bon défensivement que Théo Hernandez, et techniquement plus intéressant en effet. En effet. Ayons maintenant un petit peu le débat sur Verratti. Alors, ça va pas prendre un quart d'heure, hein, je vous le dis, mais j'aimerais avoir votre avis sur son match et sur la fameuse comparaison avec Locatelli, puisque, alors moi j'avais annoncé dans l'avant-match, vous avez peut-être écouté ceux qui n'étaient pas là, mais j'avais dit 60-40 pour Verratti, je suis pas surpris. Je pense que c'était le milieu titulaire Superio de toute façon, hein. Verratti, Jorginho, Barella, c'était le milieu titulaire de Mancini depuis des mois. Donc dès que Verratti a été prêt, il l'a titularisé. Maintenant, comment l'as-tu trouvé et sa titularisation est-elle justifiée eu égard aux aspects tactiques qui nous sont chers en général? Ouais. Déjà, comme tu dis, c'est son milieu de terrain fétiche. Hein. Tu parles de quelques semaines, mais il faut savoir que c'est le milieu sur lequel il a misé depuis octobre 2018 et un match contre l'Ukraine à Gênes. Pour la titularisation de Verratti, je vois un argument plutôt d'ordre tactique, hein, le fait d'avoir une possession beaucoup plus importante dans le camp autrichien. Je pense qu'il pensait que les Autrichiens allaient mettre les barbelés, qu'il faudrait faire tourner. Je pense qu'il a plutôt envisagé ce scénario. Après, sur sa prestation, moi, je l'ai trouvé plutôt satisfaisante, hein, avec bonne récupération, de bonnes orientations de jeu. Mais on a surtout vu que ce milieu de terrain italien manquait d'impact. Et pour relancer le débat, je dirais, si Verratti est titulaire, on peut poser la question, Locatelli ne pourrait-il pas être titulaire, mais à la place de Barella? Soit on fait confiance à Barella pour retrouver son niveau. Très bonne question, c'est effectivement une piste qu'on pourrait peut-être explorer. Aristide, valides-tu? Et puis, comment as-tu trouvé Verratti ce soir? C'est vrai qu'il est très critiqué souvent pour, son manque de physique, peut-être. Également pour ses ballons perdus. Il a perdu un ballon qui a provoqué une occasion autrichienne. Mais c'est vrai que techniquement, il est quand même très très juste. Hein, et il trouve des décalages dans les petits espaces parfois que personne d'autre ne trouve. C'est compliqué de lui prendre le ballon quand même. Hein. Alors c'est compliqué de lui prendre le ballon, il récupère beaucoup de ballons à la 11e, 17e, je suis d'accord avec toi. Par contre son jeu vers l'avant, sa spontanéité, moi je la trouve de moins en moins si tu veux. Et c'est vrai que contre des équipes regroupées, comme c'était le cas avec l'Autriche aujourd'hui, je trouve que Verratti a peut-être moins valu par rapport à Locatelli. Euh, Parce que déjà on a besoin de jouer vers l'avant et je trouve que Verratti joue de moins en moins vers l'avant en première intention, ce qui fait que les défenses adverses ont le temps de se regrouper, ont le temps de regarder, etc. Et aussi, ce qui me gêne un peu avec ce milieu à 3 avec Verratti, c'est qu'en fait, il y a Jorginho. Et je trouve qu'il se marche un peu sur les pieds. Enfin, après, c'est mon ressenti, hein. Mais je trouve qu'il se marche un peu sur les pieds. T'as toujours l'impression que Verratti veut descendre un cran plus bas, mais un cran plus bas, t'as déjà Jorginho, et Jorginho, on l'a vu 2-3 fois en première mi-temps notamment, a replacé Verratti en lui disant bah passe dans les espaces, dans les intervalles, etc. Et c'est vrai qu'ils ont un peu le même profil, je trouve, parce que Jorginho a amélioré son jeu vers l'avant, Verratti joue un peu moins vers l'avant qu'avant, et c'est vrai que je trouve qu'ils ont de plus en plus le même profil, et Donc ça tu fait un milieu. n'ajouterais pas Locatelli, parce que ça ferait 3 joueurs peut-être qui se marcheraient encore plus sur les pieds, si je comprends bien.
Ah bah du coup moi mon milieu de terrain, comme je te l'avais dit MJ lors de la dernière émission et avant, ce serait Jorginho, Barella, Locatelli, donc Verratti pour moi qui sortirait Oui, c'est de ça, la mais tu ne mets des pas titulaires. Locatelli et Verratti aux côtés de Jorginho, c'était ça ma Ah non, question. Voilà, tu non, gardes non. Barella titulaire parce que tu lui Je fais garde confiance et tu Barella, penses qu'il ouais, peut ah hausser oui, son niveau ouais. de jeu. Alors je pense qu'il peut le hausser. Après, c'est vrai que sur Barella, tu sais, bon, je serais peut-être pas le plus. J'essaie d'être objectif, mais j'avoue que j'aime tellement ce joueur que j'ai toujours espoir et je pense il va hausser son niveau de jeu. Je suis confiant, même si je suis pas totalement objectif parce que j'adore ce joueur, je l'espère, mais oui, je sortirai du coup Verratti de l'équipe type parce que je trouve que il joue pas assez vers l'avant, il touche trop le ballon et surtout il est pas assez complémentaire, voire pas du tout avec Jorginho puisqu'il se marche beaucoup dessus. Après, si on jouait par exemple la Belgique, je parle pas du Portugal qui a un jeu différent, mais si on jouait la Belgique, il y aurait peut-être un petit peu plus d'espace pour Barella aussi. Parce que là, face à des blocs regroupés, parce que Barella est un dévoreur d'espace, on le sait, c'est un box-to-box, on sait qu'il est capable de dévorer des kilomètres et des kilomètres, et techniquement de faire le geste juste dans les 30 derniers mètres, mais là, il y avait le bus devant les buts, hein, donc c'est peut-être plus compliqué pour lui. Peut-être que face à une équipe qui fait le jeu, Barella pourra se mettre plus en évidence, c'est une hypothèse, mais d'abord je vais demander à Erko son opinion sur Verratti, et sur Locatelli pour le coup. Bah, pour ce match à Verratti, pour moi, enfin, celui qui aime le football, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, il aime Verratti, parce que c'est un joueur qui est superbe à avoir joué, qui est très élégant, balle au pied, qui techniquement nous sort toujours des gestes qui me rappellent un petit peu, toute proportion gardée évidemment, Iniesta à sa grande époque. Donc je compare pas les deux joueurs du tout, hein, mais juste dans la façon de jouer, je trouve d'appréhender le match, c'est un petit peu le même profil. C'est maintenant, je trouve que le débat est un petit peu faux, parce que pour moi, le vrai, en tout cas pour moi, parce que Mancini ne voit pas comme ça, je pense, mais le vrai remplaçant de Verratti, pour moi, c'est Pessina dans le profil. C'est celui qui est censé percuter un petit peu, lancer la ligne vers l'avant, ce que Pessina a fait quand il est rentré aujourd'hui. Donc, Locatelli, c'est plus un remplaçant à Barella, et Barella, enfin, même s'il a été un petit peu moins bon, a quand même été bon aujourd'hui. Pour moi, enfin, pour moi, ce débat est un petit peu faussé par ça, parce que je trouve que justement, Locatelli et Verratti pourraient être complémentaires justement ensemble, parce qu'ils apportent tous les deux quelque chose de différent. Mais c'est à son poste, que ça a été dit, c'est Barella qui est justement aussi excellent en Inter, qui est, même s'il peine un petit peu à confirmer son statut d'Inter, il est quand même bon avec l'équipe nationale, mais ça va être dur à bouger. Mais ça manque d'un milieu de terrain qui est capable aussi justement d'envoyer quelques mines de loin, ce que Locatelli fait très bien pour débloquer un match. Mais il a quand même lancé quelques belles transversales vers l'avant, il a quand même créé pas mal de jeux, Verratti. Donc pour moi, si on veut continuer à évoluer comme ça, si tu joues contre une petite équipe où tu domines, là je suis d'accord que Locatelli sera peut-être plus utile pour débloquer un match, qui est plus concret quand il va vers l'avant. Mais que si tu veux jouer contre une équipe qui est capable de te dominer, comme la Belgique peut très bien faire, c'est dans un bon jour, c'est mieux d'avoir un joueur quand même qui sait conserver un ballon dans un moment important. Si tu dois conserver un score, tu es quand même content qu'à la 85e minute, tu as un joueur comme Verratti qui va te garder un ballon et donc le rendre proprement. Ce que Verratti ne sait pas faire, parce que c'est pas son profil, donc c'est pas un reproche du tout. Mais ça dépend du match. Moi je dis, si on joue contre une grande équipe où on n'est pas favori, où on doit justement savoir souffrir et garder le ballon, Verratti doit être titulaire. Si on joue contre une équipe où on doit dominer et essayer de gagner et justement de marquer plus de buts, là Locatelli doit jouer en tout cas. C'est comme ça que je le vois. De toute façon, si vraiment le choix c'est entre les deux, je pense que Verratti restera titulaire. Et même jusqu'en finale, si l'Italie doit aller en finale. Bon, ce qu'on a du peine à imaginer après le match de ce soir. Mais enfin, rien n'est fait, il y a des matchs à jouer, hein, soyons quand même optimistes. Mais Verratti, vu son âge, vu son expérience, vu ses titularisations récurrentes, nous l'a rappelé Superio depuis 2018, sous Mancini, a priori restera titulaire. On ne bouleverse pas comme ça une équipe type. Après, il faudra voir le temps de jeu accordé à Locatelli. Messieurs, on va passer au mot de la fin avec Superio. Oui, je voudrais déjà dire que l'objectif est atteint, hein, un quart de finale. Il ne faut pas oublier d'où on vient, une élimination de la phase finale de la Coupe du Monde 2018, ce qui n'était pas arrivé depuis 58. Donc il y a eu toute une reconstruction et c'est déjà pas si mal d'être arrivé là. Et on pourra se projeter après le parcours dans cet Euro sur la Coupe du Monde au Qatar, hein, pour voir les jeunes qui auront profité de cette expérience. Donc pour moi, ça fait partie d'un processus qui doit nous mener jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar, un peu comme l'équipe de France à l'Euro 96, hein, qui prépare les 98. Tu parles des jeunes Italiens, s'ils ont encore le droit de jouer, hein, parce que moi on m'enlèvera pas de l'esprit qu'il y a un vrai problème dans nos clubs. Regardez encore une fois le nombre de jeunes Italiens titulaires en club, ils sont peu nombreux, et tout le mérite d'avoir construit une équipe capable d'aller au moins jusqu'en quart revient à Mancini, parce qu'il fait quand même avec ce qu'il a. Ce que je rappelais tout à l'heure sur la marche de l'équipe de France, eux, à toutes les lignes et à tous les postes, ils ont des grands joueurs. Nous non.
Voilà, on a parfois de très bons joueurs, des bons joueurs, mais des grands joueurs on n'en a pas, parce qu'on n'a pas formé un vivier et on n'a surtout pas promu un vivier. Je rappelle que chez les jeunes ça marche, comme par hasard, à passer 20 ans ça marche plus, on se demande pourquoi, et on les voit plus. Mais on va demander à Aristide son opinion, et puis je voudrais simplement Aristide dire peut-être qu'il faudra, bon déjà évidemment hausser son niveau de jeu, que ce soit contre la Belgique ou contre le Portugal, mais surtout être efficace dans les zones de vérité, bref être italien, hein. Faudra aussi titulariser les bons joueurs, ceux qui peuvent faire la différence et pas ceux qui font de la figuration. Bah, j'aimerais bien que Mancini titularise Chiesa à droite, et si ça tenait qu'à moi, voire même Locatelli au milieu, hein. Mais bon, après, on semble parti sur le contraire, comme tu l'as dit, jusqu'à la fin de la compétition. Pour mon mot de la fin, je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe Jeunin ce soir, pour ceux qui ont suivi le match sur beIN. Il a dit quelque chose d'intéressant à un moment, et de très juste, j'ai trouvé. C'est que finalement, cette victoire dans la douleur, je pense que ça peut être vraiment un mal pour un bien pour l'Italie, ou un moindre mal, parce que c'est vrai que avec tous ces chiffres que tout le monde sort, qui doivent monter aussi à la tête et arriver aux oreilles des entraîneurs, enfin du sélectionneur et des joueurs, avec ces 30 matchs sans défaite, ces 10 ou 12 matchs sans but encaissé, série d'invincibilité, etc. Je pense, et puis ce statut de favori avec ce beau jeu que j'expliquais en début d'émission, c'est vrai que là, une victoire dans la douleur face finalement à une Autriche qui est comme l'a ajouté Superlio lors de la dernière émission, mais c'est leur première ou deuxième participation depuis je ne sais plus combien de temps. Donc je pense que ça va faire redescendre sur terre les joueurs. Ça va leur permettre d'analyser le match aussi un peu froidement sur ce qui a fonctionné et surtout ce qui n'a pas fonctionné, puisque finalement ce soir il y a beaucoup de choses dans l'animation offensive et défensive dans les deux surfaces, comme tu me le rappelais MJ, qui n'ont pas fonctionné. Et je pense que ça vraiment, cette victoire dans la douleur, c'était peut-être un mal pour un bien. Je pense que ça va faire du bien à l'équipe, ça va leur permettre de se remettre en question et être plus bénéfique, je pense, qu'une victoire 3-0 comme on l'a fait jusqu'ici. Donc on va être plus averti, et puis du coup j'attends de voir la suite, mais moi je vois ça positivement pour le reste. Et puis Erco, il y a moins de risque de péché d'orgueil face à la Belgique ou au Portugal. Ah oui, d'office, ça, ce sera pas des matchs à prendre à la légère. Donc, justement, on saura bien qu'on sera pas forcément les favoris. Maintenant, voilà, même si on n'a pas brillé et que je ne vois vraiment pas gagner l'Euro, en tout cas, mais je vois pas non plus d'équipe qui sortent vraiment du lot cette année-ci, puisque la Belgique ou même le Portugal aussi ont des gros défauts, notamment la défense centrale qui est pour la Belgique en tout cas qui est catastrophique. Donc voilà, c'est sûr, ça tout peut arriver. On peut, mais voilà, justement, comme ça Aristide vient de le dire, c'est que le mauvais match qu'on a fait maintenant, vaut mieux faire maintenant que contre une grosse équipe où on aura certainement fait naufrage. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. On a parlé de 2006. 2006, on avait raté le match contre les USA et on avait raté le match contre l'Australie. Après, on sait quand c'est terminé. Donc, mais évidemment, c'était une équipe différente et une époque différente. Mais un match n'est pas l'autre. On peut très bien se reprendre après. Je suis ni optimiste ni défaitiste. On va prendre des matchs comme ils arrivent. En tout cas, je vois pas d'équipe imbattable. Je vois pas d'équipe qui sont beaucoup plus fortes que nous, même si le Portugal me fait quand même assez peur parce que quand tu rends mine de rien leur équipe offensivement, l'équipe de France est largement plus forte que nous, même s'ils n'ont pas été brillants Oui, sur leurs deux derniers matchs. oui, Potentiellement, c'est quand même très au-dessus. Je suis désolé, je le dis à chaque émission maintenant, ça va devenir un refrain, mais enfin quand même, ça saute aux yeux. Bah, écoute, moi, la France c'était mon favori pour cette Euro, parce que comme tu dis, l'effectif est très impressionnant. Donc, quand tu peux te permettre de mettre des joueurs comme Théo, etc., ne pas les sélectionner, c'est que tu as un effectif qui est très très costaud à tous les postes, qui sont voire doublés, voire triplés. Mais quand je vois au début quand même de l'Euro, c'est quand même très très poussif. Donc tu te dis que voilà, maintenant ça peut un décalage, ça peut arriver vite. Ils ont des joueurs pour faire la différence 2018, rapidement. c'était pas terrible non plus leur premier tour, mais c'est souvent lors des matchs à élimination directe que les grands joueurs se réveillent. Hein. C'est sûr, et puis c'est une équipe qui monte en puissance physiquement. Hein. C'est comme déjà en 2006, ils étaient mauvais au début. Et après, physiquement, ils ont bouffé tout le monde. Donc je crois qu'ils ont une préparation physique qui est très lourde au début pour pouvoir aller loin. Donc ça va sûrement encore se confirmer ici. C'est une équipe qui est quasiment parfaite dans le jeu parce qu'elle laisse rien passer et de peu d'occasions qu'ils ont, ils les mettent. Donc, mais voilà, c'est pas le sujet. Mais voilà, hormis ça, hormis peut-être la France, qu'on n'aura pas avant les demi, je vois pas d'équipe vraiment qui pourrait vraiment nous faire peur, en tout cas sur le papier. Mais voilà, faudra jouer les matchs à fond, ça va être assez équilibré, faut y croire, mais faudra faire autre chose qu'aujourd'hui, ça c'est certain. On va rappeler que Deschamps a joué à la Juve à partir de 93 et qu'il a connu les préparations physiques de Ventrone. Hein. Ça a dû l'influencer pas mal. Messieurs, merci. Rendez-vous sans doute mercredi pour l'avant-match. On rappelle que le quart contre la Belgique ou le Portugal, réponse demain, aura lieu vendredi à 21 h. Bonne soirée, bon dimanche. Salut. Salut. Merci et Forza.